Je vais vous parler dans ce cours de gestion de la concurrence. Alors le problème qu'on essaie de résoudre est un problème que vous avez dû tous déjà rencontrer. C'est le problème de plusieurs utilisateurs accédant en concurrence à la même information. Alors un exemple très simple, j'ai un utilisateur P1 qui va vouloir virer de l'argent d'un compte B à un compte A, vouloir virer 100 euros. Et puis j'ai un autre utilisateur P2 qui va vouloir virer faire la même chose, virer 200 euros du compte B au compte A. Donc ça a l'air a priori très bénin, mais qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, ce qui peut se passer, c'est que P1 va commencer par lire A, P2 va ensuite lire A, ensuite P1 va écrire A plus 100 dans B, et P2 va écrire A plus 200 dans B. Et alors là, vous avez bien vu, il se passe quelque chose d'assez bizarre. Il y a de l'argent qui a disparu, il y a de l'argent qui s'est volatilisé. Alors ça, bon, c'est ce que les banques essayent d'éviter, mais c'est aussi un problème que vous avez peut-être rencontré tout bêtement quand vous essayez d'écrire un rapport avec un copain. Chacun écrit modifie son bout de chapitre, et puis tous les deux écrivent dans le fichier, et on a perdu le travail d'un des deux. Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter. Alors évidemment, quand on s'est posé cette question au départ, on a cherché à modéliser tout ce que faisait le système et c'est devenu hyper compliqué, on se perd dans les détails. Et donc pour arriver à le résoudre, il faut arriver à poser le bon niveau d'abstraction. Donc on va avoir ce qu'on appelle un modèle de transaction. Alors dans ce modèle de transaction, on a des entités, on a des transactions. On ne vous dit pas exactement ce que c'est que ces entités. Alors bon, vous pouvez penser comme ces entités, vous pouvez penser à des NUplay dans des relations, des lignes de relations, à ce que vous voulez, à des pages dans un système de fichiers, vous pouvez penser à des chapitres dans des documents. On ne vous dit pas ce que c'est. Le système, le modèle de transaction ignore les détails. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a un certain nombre d'entités et qu'il y a des transactions qui touchent à ces entités. Alors qu'est-ce qu'elles peuvent faire dessus? Eh bien, elles peuvent écrire ou lire ces entités. Donc il peut y avoir par exemple la transaction T7 qui lit l'entité 2 et il peut y avoir la transaction T4 qui écrit l'entité 1. Le problème est le suivant. Donc on a deux transactions qui se réalisent en même temps. La transaction T1 qui va lire A puis écrire A, et la transaction T2 qui va lire A, lire B, écrire A, écrire B. Et alors, leurs opérations vont arriver dans un peu n'importe quel sens, n'importe quel ordre. Ça va nous donner un ordonnancement. Donc un ordonnancement, c'est d'une certaine façon une séquence d'opérations de ces deux transactions. Et si on ne garde que les opérations de la première, bon, on obtient la première transaction. Et si on ne garde que les opérations de la deuxième, on obtient la deuxième transaction. Et tout le fond du problème, c'est de savoir est-ce que l'ordonnancement est correct. Et donc, la première partie du problème, c'est de définir qu'est-ce que je veux dire par correct. Comment définir si un ordonnancement est correct ou pas? Alors, il y a quelque chose sur lequel on peut tout de suite se mettre d'accord, c'est si l'ordonnancement est sériel. Alors, sériel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on donne la main à la première transaction, qui se réalise complètement jusqu'à ce qu'elle est terminée. On donne la main à une autre transaction qui se réalise complètement, etc. Donc on est à parallélisme minimum, mais on est sûr qu'aucune transaction va bousiller le travail d'une autre, puisque chaque transaction est d'une certaine façon complètement dans le contrôle du système et ne peut pas être perturbée par une autre exécution. Donc ça c'est très bien, on est sûr qu'il n'y a pas de perte de cohérence, on est sûr qu'on ne va pas perdre de travail. Par contre, comme on n'a pas de parallélisme, on va être extrêmement bloquant. C'est-à-dire que si quelqu'un est en train de travailler avec le système, eh bien, tout le temps de son travail, vous ne pourrez rien faire. Donc on va être un peu plus tolérant et on va utiliser la notion d'ordonnancement sériable. Un ordonnancement est sériable s'il est équivalent à un ordonnancement sériel. C'est-à-dire que si le résultat de son travail sera exactement le même que si vous aviez donné complètement le contrôle à une transaction, puis à une autre, puis à une autre, donc si vous êtes sûr que vous n'avez pas de problème de concurrence, mais que vous avez gagné en parallélisme parce que vous autorisez les transactions à travailler en même temps, en garantissant encore une fois que le résultat est le même que si chacune d'entre elles avait eu à son tour le contrôle de la base. Voilà donc deux transactions T1 et T2 qu'on va vouloir réaliser ensemble. Alors encore une fois, le cas le plus simple, ce serait de dire T1 s'exécute complètement,
puis T2 s'exécute complètement, et là, il n'y a pas de problème. Donc, ce serait un ordonnancement sériel. On va prendre l'ordonnancement O, et on va montrer qu'il est correct, même s'il n'est pas sériel, puisque vous voyez que T2 se réalise à l'intérieur de T1. T2 se réalise à l'intérieur de T1. Bien. Comment on va arriver à montrer que cet ordonnancement est correct? Eh bien, d'une certaine façon, on va essayer de voir qu'est-ce qui force un ordre ou pas de cet ordonnancement. Donc, on va prendre les deux transactions, T1 et T2, et on va regarder ce qui se passe, et on va s'apercevoir ici que T2 est en train de lire une certaine valeur, mais que T1 l'avait écrite avant. Donc, d'une certaine façon, T2 lit un résultat que T1 a calculé. C'est-à-dire qu'il faut que T2 soit réalisé après T1. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça? Vous pouvez regarder tous les détails. C'est le seul conflit de ce genre-là, parce que ici, T1 travaille, mais T1 lit une autre valeur. Donc on s'en fout. T2 ne peut pas l'avoir modifié. Et donc là, ce graphe est acyclique. Et le fait que ce graphe est acyclique, d'une certaine façon, démontre que l'ordonnancement est sériable, puisqu'il est équivalent à un ordonnancement sériel qui consisterait à faire d'abord T1, puis T2. Peut-être un peu plus de précision. Donc, tout dans cette définition repose sur la notion d'opération conflictuelle. Une lecture sur une entité A et une écriture sur une entité A, c'est un conflit. De la même façon, une écriture dans l'autre sens sur la même entité et une lecture, c'est un conflit. Ou deux écritures, c'est un conflit. Rappelez-vous l'exemple du virement de 100 € ou de 200 €, c'était un conflit entre deux écritures. Alors par contre, deux lectures sur la même entité ou des lectures-écritures sur des entités différentes, ce n'est pas des conflits. Donc à partir de là, on va construire ce graphe et on va essayer de se demander s'il est acyclique. Et s'il est acyclique, on conclura que les deux transactions ne sont pas conflictuelles et qu'elles peuvent s'exécuter en parallèle. Petite difficulté quand même, si vous avez des centaines, voire des milliers de transactions qui font des tas d'opérations, construire ce graphe et des millions, voire des milliards d'entités, construire ce graphe et déterminer s'il est cyclique, tout ça en temps réel, ça peut être très compliqué. Et c'est pour ça qu'on va développer une technique, on va utiliser une technique qui est presque magique, qui s'appelle le verrouillage à deux phases. Donc la technique de verrouillage à deux phases est une technique extrêmement simple. Elle va exiger de poser des verrous en lecture ou écriture sur toutes les entités sur lesquelles vous voulez travailler. Donc c'est-à-dire que si vous voulez travailler juste sur une entité, vous avez juste besoin de la lire, vous posez un verrou en lecture et puis vous continuez à travailler. S'il y a une entité que vous voulez modifier, vous allez poser un verrou en écriture et puis vous allez pouvoir travailler. Vous pouvez faire basculer un verrou de lecture en écriture, vous pouvez enlever, rajouter des verrous. Mais la seule chose qui est imposée, c'est que vous n'avez le droit de lire une entité que si vous l'avez verrouillée. Et vous avez le droit d'écrire une entité que si vous avez verrouillé en écriture. Alors, des verrous, on ne peut pas poser plein de verrous n'importe comment sur des entités. Sur une entité A, il peut y avoir deux verrous en lecture, c'est OK. Mais un verrou en lecture et un verrou en écriture, ou deux verrous en écriture, c'est pas bon. Vous n'avez pas le droit de faire ça. La chose qu'on vous demande aussi, c'est quand vous avez fini de travailler avec votre base de données, vous déverrouillez tout, ça paraît le minimum, parce que sinon, si vous laissez un verrou, vous empêchez les autres de travailler avec. On en arrive à cette technique du verrouillage à deux phases. La loi qu'on va vous imposer, une loi supplémentaire, la loi à deux phases, du verrouillage à deux phases est très simple. Quand vous avez commencé à déverrouiller, vous n'avez plus le droit de poser des verrous. Vous avez une phase 1 où vous posez des verrous et une phase 2 où vous enlevez des verrous. La loi est très simple. Dans la première phase, vous pouvez poser autant de verrous que vous voulez. Et une fois que vous avez commencé à enlever un verrou, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous n'avez le droit que de déverrouiller. Vous n'avez plus le droit de poser des verrous. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en vous imposant cette règle de verrouillage à deux phases, vous perdez en parallélisme. Il y a des opérations, il y a des ordonnancements qui seraient totalement convenables que vous allez vous interdire parce qu'ils ne sont pas à deux phases. Alors, pourquoi vous allez faire ça? Pour une raison très simple. La magie, c'est que si le verrouillage est à deux phases,
alors l'ordonnancement est seriable, c'est-à-dire tout se passe bien. Donc c'est relativement magique. C'est pas si compliqué que ça, hein. Prenez une feuille de papier, essayez quelques exemples, vous allez voir ce qui se passe et vous allez comprendre. Vous pouvez même arriver à trouver la démonstration de ce théorème, hein. C'est un théorème qui dit que si tout le monde utilise le verrouillage à deux phases, alors l'ordonnancement est seriable. Donc c'est pas magique, c'est un théorème que vous pouvez démontrer vous-même. Alors, il y a quand même un petit problème technique quand on utilise le verrouillage à deux phases, c'est les verrous peuvent entraîner des deadlocks. Alors, exemple, vous avez une première transaction qui pose un verrou sur A, une deuxième transaction qui pose un verrou sur B, ensuite la première transaction demande B, et la deuxième transaction demande A. Alors tout ça c'est très bien, sauf que quand on demande B ici, quand T1 demande B ici, on ne peut pas lui donner puisqu'il y a un verrou sur B. Alors on va supposer qu'il demande B en écriture. Et pareil, donc on va le faire attendre. On va dire attendez, c'est pas possible, ça ne peut pas le faire. Et puis tout de suite après, T2 demande A. Et là, même chose, on va dire ah non, c'est pas possible, A est déjà utilisé. Et donc là, on a un deadlock. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des trucs un peu compliqués. On va construire le graphe des deadlocks et puis on va construire le graphe des attentes qui va dire que T1 attend T2, que T2 attend T1. On va chercher à trouver des cycles là-dedans et puis on va essayer de résoudre le problème typiquement en tuant une des deux transactions. Il n'y a pas de solution miracle, elles sont toutes les deux en attente l'une de l'autre, il faut en tuer une des deux. Alors ça nous ramène à quelque chose dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant. Dans ce monde-là avec deux transactions, qu'est-ce qui peut se passer à l'arrivée? Alors il peut se passer à l'arrivée deux choses, c'est que soit votre transaction valide, soit elle avorte. Donc si elle valide, toutes les opérations qu'elle a faites sont considérées comme écrites dans le marbre, on ne peut plus revenir en arrière. Si elle avorte, et là c'est ce qui va se passer, on va avorter une des transactions. On a le droit de le faire, hein, pour que tout se passe bien, on a le droit d'avorter la transaction, auquel cas aucune des opérations qu'elle a faites ne sera prise en compte. Donc tout ça, ça nous conduit à d'autres problèmes aussi, les problèmes de gestion des pannes et des choses comme ça, dont je n'ai pas parlé ici.